Il y a quelques jours, je tombe sur cette phrase. Au Japon, un homme sur 4 à l'âge de 30 ans est encore puceau. Et il y aurait même de plus en plus d'hommes japonais puceaux à l'âge de 40 ans. Alors au début, quand j'entends ça, je pense au film 40 ans toujours puceau. Puis après m'être remémoré quelques scènes marrantes du film, je me pose la question. Comment ça se fait que les Japonais restent puceaux de plus en plus tard? Parce qu'apparemment, et même s'il n'y a pas de statistiques officielles, le Japon se distingue de tous les autres pays là-dessus. Alors, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est subi? Telle est la question. Au départ, je me dis que c'est peut-être volontaire et culturel, que la population japonaise de manière générale ne fait plus beaucoup l'amour, et donc que les japonaises aussi restent vierges de plus en plus tard. Mais j'ai appris que pour les femmes, la situation était complètement différente. Les japonaises perdent leur virginité de plus en plus tôt, et le nombre de japonaises de 30 ans qui sont encore vierges se fait de plus en plus rare. Donc il y a un truc qui cloche. D'un côté, on a de plus en plus d'hommes qui restent puceaux, et d'un autre, de moins en moins de femmes qui restent vierges. Mais alors, comment c'est possible, sachant que les femmes ont bien besoin des hommes pour perdre leur virginité, et vice versa? Car on parle bien ici de relations hétérosexuelles. Et ben j'ai essayé de comprendre, j'ai enquêté, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour quelles raisons les hommes japonais sont de plus en plus nombreux à être puceaux à 40 ans, et est-ce que ce phénomène risque de se produire chez nous, ici, en Occident. La première raison qui pourrait démontrer ce phénomène, ce serait d'abord une explication rationnelle et mathématique. Je m'explique. Puisque les femmes restent vierges de moins en moins longtemps en moyenne et que les hommes le sont de plus en plus en moyenne également, c'est peut-être parce qu'une minorité d'hommes se partage l'immense majorité des femmes. Donc ça ferait augmenter la moyenne des puceaux. Puceau? Moi? Sérieusement? Et ça expliquerait pourquoi de plus en plus d'hommes sont encore vierges dans la trentaine et la quarantaine. Ça, c'est un peu la théorie de l'hypergamie féminine. C'est le fait pour une femme de chercher un partenaire ayant un statut social supérieur au sien, alors que l'homme est beaucoup moins sélectif. Maintenant, imaginons une femme. Admettons Julie, 27 ans. Elle travaille dans une boîte de marketing et elle gagne 2000 € par mois. Elle a son propre appart, elle est célib, mais elle fait son petit marché sur les applications de rencontres. Elle rencontre un premier mec, Kevin, qui n'a jamais fait d'études. Kevin est serveur dans un café et gagne environ 1300 € par mois. Il est cool et marrant, mais Julie est pas hyper attirée par lui. Elle sent qu'ils n'ont pas grand chose en commun. Et de toute façon, elle couchera pas avec un gars qui ne la fait pas vibrer. Quelques jours après, elle rencontre Charles-Édouard, qui est ingénieur. Je sais, c'est un peu cliché pour le prénom, mais ça me fait marrer. Il gagne environ 4000 € par mois, il a sa propre maison et il aime bien partir 2-3 fois par an en vacances. Julie choisira de revoir Charles-Édouard car elle ressent une forte connexion avec lui et parce que ce jeune homme est plein de qualités, entre guillemets. Julie a fait son choix, car justement, elle a le choix. Bon voilà, un exemple d'hypergamie. Julie a fait le choix du meilleur partenaire, entre guillemets. Finalement, dans cette logique, ce serait toujours un petit pourcentage d'hommes au statut supérieur qui raflerait la mise avec la majorité des femmes et laisserait les autres sur le carreau. Un autre exemple, les applications de rencontres. Selon des statistiques assez récentes, 10% des hommes se partageraient 60% des femmes sur les applications et donc laisseraient les 90% des autres hommes un peu en galère. Ils n'auraient aucun like, zéro match, zéro date. Bref, vous avez compris l'idée. Honnêtement, cette hypothèse de l'hypergamie féminine, elle n'est pas si absurde. Et il se pourrait même qu'elle explique en partie le phénomène du Japon. Pourquoi les hommes galèrent et pourquoi les femmes peuvent coucher plus facilement et donc perdre leur virginité beaucoup plus tôt. Mais pour moi, cette hypothèse ne suffit pas à elle seule à expliquer le phénomène des hommes puceaux du Japon. Et voici pourquoi. L'hypergamie est un concept qui existe depuis des décennies. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à trouver l'origine précise de qui l'a théorisé pour la première fois. Certaines sources parlent d'écrits hindous au 19e siècle, ensuite repris par différents auteurs occidentaux, mais tout ça est un peu flou. Par contre, un des premiers livres qui a vraiment popularisé ce concept, c'est The Rational Man. Ce livre est sorti en 2013, et selon les experts, l'hypergamie féminine est une situation présente partout dans le monde, et pas qu'au Japon. Alors qu'est-ce qui se passe au Japon spécifiquement pour qu'un homme sur 4 soit toujours puceau dans sa trentaine, et pas dans le reste du monde? Eh bien, il y a possiblement une autre raison, et qui pour moi est bien plus inquiétante.
Il se pourrait que la cause principale de ce phénomène soit que les hommes japonais se désintéressent de plus en plus des relations et des femmes. Mais alors vient la question, pourquoi ils s'en désintéressent? D'abord, il y a le contexte économique. Selon une spécialiste du marché matrimonial au Japon, après l'éclatement de la bulle financière au début des années 1990, beaucoup de Japonais auraient perdu leur confiance sexuelle avec l'émasculation économique. Bon, ça semble un peu poussif, mais apparemment, ces 20 dernières années au Japon, la situation a été très difficile, hyper compétitive, et la population a vraiment été confrontée à des emplois précaires. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les pressions sociales et économiques sur les hommes là-bas sont énormes. Les mecs bossent comme des malades, ils ont des grosses attentes professionnelles et ils n'ont plus de temps à consacrer à leurs relations perso. Ensuite, il y a le contexte culturel. De ce que j'ai lu, les Japonais auraient des attentes hyper élevées en ce qui concerne leurs relations amoureuses et le mariage. Par exemple, ils voudraient une femme du même niveau social, de même niveau culturel et d'éducation, avec le même groupe sanguin. On en arrive à des extrêmes pareils. Ils veulent en plus une femme qui ait des compétences en cuisine, en art traditionnel, comme par exemple savoir faire du thé ou jouer le koto. Donc le koto, pour ceux qui ne savent pas, c'est un instrument de musique traditionnel au Japon. Et à force de mettre la barre super haute, les mecs ils se retrouvent avec personne. Ils se disent que les femmes sont pas à la hauteur, ils abandonnent et se désintéressent totalement des gonzesses. Une autre chose, certains japonais, surtout les jeunes adultes, seraient de plus en plus atteints du syndrome hikikomori. C'est un syndrome d'isolement extrême où les mecs se retirent totalement du monde et s'enferment à la maison. Sa cage, son nid, c'est cette chambre de 9 mètres carrés qu'il ne quitte pratiquement jamais depuis une dizaine d'années. À cause du stress social, scolaire et professionnel, ils tombent plus facilement en dépression ou en phobie sociale et finissent par se réclure chez eux et ne plus en sortir. C'est ici que je suis resté enfermé sans sortir pendant presque 6 ans. Ce syndrome a explosé au Japon pendant la période Covid et pendant la période de l'après-Covid. Et dernière chose dans ce contexte culturel, les Japonais qui sont toujours puceaux dans des âges avancés ressentent une pression énorme sur eux. Ce qui crée encore plus de stress, d'anxiété et contribue à les enfermer encore plus et les pousser à abandonner. C'est un cercle vicieux. Bref, donc finalement, quand on prend le contexte global, on y voit un peu plus clair sur la situation au Japon. Et c'est probablement tous ces facteurs relationnels, économiques, culturels qui ont depuis une vingtaine d'années conduit une grande partie des hommes japonais à aujourd'hui se désintéresser totalement des relations et d'être encore puceaux à 30 voire 40 ans passés. Autre fait inquiétant, quand je vois les avancées technologiques avec les poupées gonflables hyper réalistes, les Tamagotchi et autres gadgets à la con pour pallier le manque sexuel et affectif des hommes, on peut être sûr que ça va pas aller en s'arrangeant. Pourtant, il y a encore une partie d'irréductibles japonais qui tentent de survivre dans cette rareté sexuelle, qui ne sont pas désintéressés et qui n'ont pas abandonné avec les femmes. Mais malheureusement qui n'arrivent toujours pas, comme par exemple Takashi Sakai qui a 41 ans et qui se confie à un journal. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, j'aime les femmes, mais je suis incapable d'y arriver. Il y a peut-être une raison très simple à ça, il est temps d'aborder maintenant le paradoxe de la société japonaise et j'ai personnellement très peur parce qu'il risque d'arriver également en Occident plus vite qu'on ne le croit. Shingo Sakatsume, qui est un sociologue et activiste japonais, a relevé un certain paradoxe contemporain au Japon. Le sexe est partout, dans la rue, à la télé, dans les mangas, dans les films, mais par contre, il est hyper malvenu d'en parler sérieusement ou d'évoquer n'importe quel sujet autour du sexe ou des rencontres dans un but pédagogique ou informatif. C'est complètement tabou au Japon. A priori, il n'y aurait nulle part au Japon où apprendre la sexualité, comment bâtir une relation amoureuse ou comment se marier. Pas étonnant du coup que les Japonais soient bloqués et incompétents en matière de rencontres. Et si j'ai voulu pointer du doigt ce paradoxe, c'est parce que je constate qu'il est tranquillement en train de s'installer chez nous en Occident. On ne compte plus le nombre de publicités ultra-sexuelles, d'affiches érotisées, de leggings peau d'anus, de clips érotiques et de sites porno accessibles à tout le monde. Et en même temps, on observe des réactions toujours négatives et impulsives lorsqu'on essaye de s'exprimer sur les relations, la nature féminine et masculine. Et alors, ne parlons même pas de techniques de drague et de séduction, là c'est carrément outrageux. C'est comme si tout ce qui avait attrait à la séduction et à la compréhension du sexe opposé était tabou, mal vu et toujours perçu comme de la manipulation. Alors, rappelons déjà que la séduction c'est un jeu. Elle est au centre de nos vies, tout le temps. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir être plus séduisant
tant que c'est fait dans le respect de tous. On passe de toute façon notre temps à essayer de séduire, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Que ce soit avec un client pour le convaincre que notre produit est le meilleur, avec nos amis pour être appréciés ou faire passer des idées, avec le sexe opposé pour construire une relation. Tu trouves pas que ça fait tout de suite plus intime comme ça? La séduction n'a rien de mal. D'ailleurs, c'est grâce à la séduction que vos parents se sont rencontrés et grâce au sexe que vous êtes ici en face de moi en train de me regarder en vidéo. Donc il faut arrêter de voir la séduction et le sexe comme de la manipulation malsaine et de dire que tout doit être naturel ou doit venir du Saint-Esprit et d'enterrer toute forme d'apprentissage. Non mais regardez-moi tous ces documentaires stupides qui font toujours passer les mecs qui expliquent les relations pour des débiles, des masculinistes et des manipulateurs. Les Japonais peuvent en témoigner. Si vous ne cherchez pas à vous améliorer en séduction et attendez qu'un miracle se produise, il y a de grandes chances que vous soyez toujours puceau à 30 balais. Alors oui, il y a des connards qui utilisent les techniques de séduction pour manipuler, pour mentir ou pour profiter des filles. Mais comme il y a des connards qui utilisent des couteaux pour planter des inconnus, alors que plein d'autres mecs utilisent ces mêmes couteaux pour cuisiner et faire des super repas pour les autres. Malheureusement, si notre société continue de promouvoir autant d'images sexuelles, et de bannir toute forme d'apprentissage sur le sexe et la séduction, alors on risque de voir de plus en plus d'hommes incompétents, bloqués et incapables de trouver une partenaire. Exactement comme ce qui se passe au Japon. Et d'ici quelques années, le phénomène des puceaux de 40 ans sera pas uniquement nippon, mais aussi français. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de voir dans quelques années des hommes se rabattre sur des intelligences artificielles parce qu'ils sont incapables de parler à des vraies filles, de se foutre un casque de réalité virtuelle sur la tête pour imaginer avoir des parties de jambes à l'air avec des robots virtuels, ou pire, de passer par des fécondations in vitro pour devoir se reproduire. Donc messieurs, faites honneur aux hommes français, ne vous enfermez pas uniquement dans votre travail en pensant qu'une fois riche, vous aurez accès à toutes les femmes du monde, c'est complètement faux. N'ayez pas des attentes surréalistes en termes de rencontres et soyez honnête quant à ce que vous avez à proposer. Évidemment, ne vous isolez pas, j'ai même pas besoin d'argumenter pour ça. Et surtout, continuez à développer votre attractivité, vos compétences sociales et votre pouvoir de séduction. Si justement vous souhaitez devenir meilleur en séduction, être capable de mieux comprendre les dynamiques sociales, alors j'ai quelque chose à vous proposer. J'envoie tous les lundis une lettre privée par mail dans laquelle je donne des conseils précis, des anecdotes, des recommandations qui vont réellement vous faire progresser en séduction. Je vous garantis que vous serez bien meilleur lorsque vous serez face à une fille qui vous plaît. Cette lettre est gratuite et je reçois chaque semaine des retours positifs de la part de mes lecteurs. Alors cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran ou sur le premier lien qui se trouve dans la description. À bientôt sur YouTube.